Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu de la traite négrière dite arabo-musulmane, appelée aussi traite orientale et qui aurait duré 1400 ans. Mais notre sujet principal sera l'épreuve de la noirceur des Phéniciens et des Maures. En fait, les deux sujets sont intrinsèquement liés car ils permettent en partie de répondre à la question où sont passés les Arabes noirs descendants de Ismaël et du prophète Muhammad qui, comme le veut la prophétie biblique et coranique, devaient aussi subir 400 ans d'esclavage avant leur renaissance. Sans tarder, on va parler de la fameuse traite négrière, donc dite arabo-islamique, et voir que ce sujet nous est présenté sur base d'un mythe diaboliquement orchestré pour cacher l'identité noire, entre autres, des authentiques arabes et du prophète Muhammad lui-même. On tient tout de suite à signaler que certaines informations ont été détaillées dans d'autres vidéos, donc à chacun sa responsabilité d'aller regarder ou non, puisque sur ce sujet, on ne répondra pas aux questions dans les commentaires quand les réponses ont été données ailleurs. Ensuite, on tient aussi à signaler que la traite orientale a bien existé et qu'elle a été horrible, mais non seulement elle n'a pas grand-chose à voir avec la traite transatlantique à la base, qui est la pire de toutes, mais aussi elle n'est pas ce qu'on cherche à nous faire croire, à savoir donc une traite négrière. En tout cas, elle ne l'était pas à l'origine. Mais avant tout, voyons comment on nous la présente. Alors je dénonce une injustice. La traite orientale dépasse la traite transatlantique. L'une a duré 14 siècles et la deuxième 4. Minimiser l'une ou l'autre, c'est inacceptable. Sans les stigmates, on nous parle de Gore et jamais de Zanzibar. La traite orientale, celle qui a perduré dans l'histoire. Des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. La recherche aujourd'hui montre qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite... Mais c'est avec l'invasion arabe, en fait, en 652, que le général et émir Abdallah Ben Saïd avait imposé au roi nubien Khalidura en 652 ce qu'on appelle le Barth. C'était un accord par lequel le roi nubien s'engageait à livrer annuellement un lot de 360 captifs bien portants et qui étaient destinés à être réduits en esclavage dans le monde arabo-musulman. Là aussi une précision, quand je dis arabo-musulman, c'est que ce Barth qui est parti du Darfour engendrera un trafic qui deviendra à la fois transaérien et oriental et allait impliquer de plus en plus de peuples et de régions qui débordaient largement l'univers arabe. Les négriers qui ont trempé étaient des Maghrébins, ils étaient des Turcs sous l'Empire ottoman ou des Iraniens. On a même trouvé des milliers de ces captifs vendus par les Arabes jusqu'en Inde, puisque le roi du Bengale en possédait près de 8000 au milieu du XVe siècle. Et comme le seul point commun entre tous ces peuples négriers était la religion, je ne peux pas ne pas... Si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui a réussi à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe. Donc pour un peu résumer, cette traite a duré 1400 ans. Elle se poursuivra encore dans certains pays comme la Mauritanie. Elle fut génocidaire et aurait débuté en 652 après la signature du pacte, qui est un traité entre les Arabes et les Nubiens, qui sont des Noirs du Soudan. Et ce traité exigeait la livraison de 360 esclaves nubiens par année. Et cela va durer près de 700 ans, mais que aussi les Arabes n'hésiteront pas cependant à enlever régulièrement, à faire des razzias
pour prendre des esclaves en plus de ceux qui reçoivent de ce traité. Et c'est justement là que nous avons déjà un premier problème. On essaye de nous présenter le fameux traité Bact comme un traité esclavagiste qui a été imposé aux Nubiens par l'empire arabo-islamique représenté par l'Égypte. Or, cela est totalement faux puisque ce Bact fait suite à la deuxième bataille du Dongala où les musulmans ont essayé d'envahir la Nubie makourite et ont été vaincus pour la seconde fois. Même Wikipédia en anglais vous donne les résultats de la bataille dans l'encadré à droite. Il est écrit victoire de Makuri et signature du Bact. Donc comment les perdants auraient pu imposer un traité esclavagiste aux vainqueurs? Ensuite, aucun des auteurs ayant parlé du Bact n'a pu voir ce document de ses propres yeux, donc d'où résulte tout le flou qui existe à son sujet. L'historien égyptien Ahmad al-Makrizi, l'un des premiers à en donner le contenu, a vécu plus de 1700 ans après les faits. Et le terme qui est utilisé pour les prétendus 360 esclaves, entre autres, serait ras, qui veut dire tête en arabe et qui peut correspondre à 300 têtes de bétail. D'autant plus que on sait qu'il existe des termes précis en arabe pour désigner un esclave et que, par exemple, on a Abid, que tout le monde connaît comme Abdallah, Abdel un tel, qui veut dire serviteur. Mais bon, ils auraient utilisé ras qui veut dire tête. Et aussi, on sait que les autres dispositions du Bact parlent d'obligations mutuelles, donc pour les deux parties, notamment commerciales. Et sachant que la Nubie était riche en bétail, donc cela ne nous surprendrait pas que ce soit plutôt un pacte de non-agression et un traité plus commercial. Malgré tout, Al-Makrizi en déduit qu'il s'agissait des esclaves, que c'était quasiment de la capitulation de la part des Nubiens vis-à-vis des Arabes, et il se trouve que les suiveurs de notre époque aussi suivent cet avis-là. En réalité, l'objectif de ces tromperies était d'entretenir le mythe du noir éternel esclave maudit par Noé et qui se soumet même quand il gagne. Pourtant, les faits historiques montrent que ce sont les Nubiens qui ont à plusieurs fois brisé ce pacte-là de non-agression. Par exemple, Wikipédia nous dit, donc lorsque l'on tape année 748 dans le monde musulman, on nous dit lorsque le wali d'Égypte fait arrêter le patriarche d'Alexandrie, le roi nubien copte de Dongala, Syriacus entre parenthèses, franchit la frontière à Assouan et s'avance jusqu'à Phostat. Le patriarche est libéré et le traité de paix est reconduit entre la Nubie et l'Égypte. Point. Fin de citation. Donc Phostat, c'est la capitale de l'Égypte à l'époque. Et cette histoire a lieu en 748, c'est-à-dire 100 ans après la signature du Bact. Et on nous dit que les Nubiens sont allés jusqu'à la capitale. Ce récit est bien connu et il nous est raconté dans les sources musulmanes ottomanes, nubiennes et coptes. Les archives coptes disent du roi syriaque de Makuri que aucun des rois de la terre ne peut se dresser contre lui. Lisons un peu ce que nous dit la version éthiopienne du récit, certes un peu romancé, mais qui nous traduisent clairement ce qui s'est passé. C'est en son temps du roi Saifa Arad que le roi des musulmans appelé Marwan al-Gadin, entre parenthèses Marwan II, le dernier calife omeyyade, fit enchaîner Abba Michael, 46e patriarche d'Alexandrie. Le roi avait demandé au patriarche « Apporte-moi beaucoup d'argent » et Abba Michael lui avait répondu « Je n'ai ni or ni argent à te donner ». C'est pourquoi le roi le fit enchaîner. Quand le roi d'Éthiopie, Saifa Arid, apprit que les musulmans avaient condamné et fait enchaîner Abba Michael, il fut pris d'une sainte colère, descendit en Égypte avec une nombreuse armée et ravagea les provinces. Apprenant l'arrivée du roi d'Éthiopie, le roi des musulmans lui écrivit « Quand tu recevras mon message, j'aurai fait relâcher le patriarche, sinon malheur à moi. »
il fit relâcher le patriarche, le combla d'honneur et de présents en or et en argent. Saïfa Harid rentra tranquillement chez lui. Point. Donc on voit clairement que les rois nubiens n'étaient pas du tout soumis aux musulmans, au point de menacer même la capitale de l'Égypte. On nous dit que plus tard encore, le patriarche copte a été à nouveau emprisonné et que les successeurs, donc le successeur du roi syriaque appelé David, avait menacé de bloquer les eaux du Nil et que les musulmans ont libéré à nouveau le patriarche d'Alexandrie et ont proposé même 120 000 dinars au roi David qui n'était pas intéressé. Donc il a montré ainsi que son royaume était suffisamment riche, n'avait pas besoin de prendre cet argent-là. On dit même qu'il a exigé à la place un morceau de la vraie croix du Christ, soi-disant. Enfin, on peut dire aussi qu'il y a un dernier récit qui est très amusant et qui va se dérouler vers l'an 830. On nous dit que pendant qu'il y avait la guerre civile en Égypte, les Nubiens ont cessé de livrer les esclaves selon le Bacte. Ici, il faut dire qu'on est 200 ans donc après la signature. Et quand l'empire musulman donc va récupérer l'Égypte, on nous dit qu'il va exiger non seulement le retour des livraisons d'esclaves, mais aussi les arriérés, donc ceux qui n'ont pas été livrés pendant la guerre. Et le roi de Makuri va envoyer son fils, et le résultat sera que les arriérés seront annulés, et que au lieu de 360 esclaves par an, ce sera tous les 3 ans. Pire, ce sont les musulmans qui vont couvrir le prince nubien et sa délégation de cadeaux. Donc en bref, un récit qui nous semble être probablement interprété d'une manière insensée. On a toujours en fait voulu faire passer cette histoire-là pour un manque de moyens, un manque d'argent des Nubiens, qui vont maintenant aller supplier les musulmans pour alléger le tribut qu'ils devaient leur payer. Mais en vérité, au vu de la richesse de la Nubie attestée à cette époque par les historiens et qui va durer jusqu'au XIIe siècle, et par contre l'appauvrissement de l'Égypte après la guerre civile, on peut plutôt penser que c'est plutôt ces derniers-là qui n'avaient plus les moyens de commercer régulièrement comme auparavant avec les Nubiens. Donc ça, c'est plus sensé. En clair, donc le fait de dire que la traite négrière islamique dure depuis 1400 ans en partant du Bacte, cela n'est qu'un mythe. Mais on en reparlera. Et déjà, on sait, comme on l'a vu, que les Arabes originels dont descend le prophète de l'islam étaient noirs. Donc on ne peut pas parler de traite négrière entre noirs. Ensuite, oui, ils pratiquaient l'esclavage, les Arabes, mais en rien basé sur la race. Ils pratiquaient l'esclavage sur les blancs, les jaunes et même sur des Arabes. Et cela sans théorie de déshumanisation. Par exemple, Zaïd ibn Harith a été adopté par le prophète de l'islam. Mais comme nous le savons, l'identité arabe a été usurpée, le racisme a commencé à s'installer et la déshumanisation a été aussi théorisée. Mais on le verra, comme on l'a dit, si Dieu le veut, il y a même eu des anachronismes, c'est-à-dire que plus tard, ils ont réécrit des histoires faisant passer des hommes libres pour des esclaves sous prétexte qu'ils apparaissaient clairement comme étant des noirs dans les récits. De même, ils ont dit que l'épine dorsale militaire de l'empire chiite fatimide était composée de esclaves slaves et de noirs nubiens. Et donc, les Fatimides comptaient fort sur le Bacte, comme si 360 esclaves par an pouvaient constituer la colonne vertébrale d'une armée. Encore des propos insensés. Enfin bref, tout cela pour dire que on cherche à faire passer les Noirs pour des éternelles victimes et esclaves des peuples parce que c'est inacceptable d'imaginer que la Nubie noire, l'Éthiopie aksoumite noire ait résisté aux musulmans alors que l'Empire romain byzantin, l'Empire perse ainsi que le nord de l'Afrique, l'Espagne, etc. sont tombés comme des feuilles mortes. Et les Noirs tombent facilement dans le piège. Par exemple, lorsque Typotype
qui est un noir, va chercher d'autres noirs en esclavage au Congo. Lui, il est originaire de Zanzibar. On parle de traite arabo-musulmane, traite négrière arabo-musulmane. C'était de l'esclavagisme, on est d'accord. Mais on a l'impression que Typo-Type était un arabe blanc ou je ne sais quoi, qui venait prendre les noirs alors que lui-même il était noir. Dans ce cas-là, vous allez accuser qui? En tout cas, bref. Nous disons simplement que tout cela, comme on l'a dit, c'est pour cacher qu'au départ, tous les acteurs des premiers rôles étaient noirs. Et cela nous permet d'enchaîner sur notre deuxième sujet. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que les Perses, les Slaves, etc., ils ont été esclaves. Mais ils ne cherchent même pas à en faire la publicité. Parce qu'ils ne veulent pas justement trop mettre en avant cette image-là d'humiliation. Les Turcs, etc. Ils ont tous connu le même sort. On l'a dit, les Arabes eux-mêmes. Mais bon, dans tous les cas, comme on a dit, les Noirs étaient à la base. Mais ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on nous raconte, esclavagisme, de ceci, de cela. Mais cela nous permet donc d'enchaîner sur notre deuxième sujet. Donc les preuves de la noirceur des Phéniciens et des Maures. Comme vous savez probablement, les musulmans ont conquis l'Espagne, le Portugal. Ils sont même allés jusqu'au nord de la France dans leurs incursions. Or, les Européens les ont appelés Maures et Sarrasins. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que les Maures originels sont des Blancs, que les Berbères originels sont des Blancs, comme ils ont dit des Arabes, des Juifs, Égyptiens, etc. Donc, en bref, du déjà vu. Alors, comme on a fait pour les cas précédents, on va démontrer que ils étaient noirs. Et comme on ne peut pas parler des Maures sans parler des Phéniciens, on va donc faire d'une pierre deux coups. Et on précise que notre méthode est de toujours chercher à aller au plus profond dans l'Antiquité et de progresser dans le temps sur des milliers d'années et voir s'il y a oui ou non une cohérence. Par exemple, pour l'Égypte, on a les statues des pharaons, la Bible, les anciens Grecs, les Romains, les pères de l'Église, les Juifs comme Rachi, la mission napoléonienne, etc. Donc sur près de 3000 ans en continu, les Égyptiens étaient vus comme étant des hommes noirs par différents peuples de différentes cultures et religions. Donc qu'en est-il des Maures et Phéniciens? De ce fait, donc, on invite ceux qui disent qu'ils étaient des Blancs à nous faire le même exercice pour voir s'il y a une cohérence sur des milliers d'années. Donc, qui sont les Phéniciens qui sont aussi des Maures? Eh bien, pour cela, commençons par la Bible, où les Phéniciens sont des Cananéens. On nous dit, Genèse chapitre 10, verset 6, les fils de Cham firent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Point. Donc Canaan est bel et bien le fils de Cham, dont tout le monde, ou presque, même les racistes s'accordent pour dire qu'il est noir. Donc pour plus de détails, vous n'avez qu'à aller voir nos anciennes vidéos. Ensuite, plus important, la Bible nous dit, Genèse chapitre 10 au verset 15, Canaan engendra Sidon, son premier-né. Point. Wikipédia nous dit à propos de Sidon. Sidon ou Saïda en arabe fut dans l'Antiquité la capitale incontestée de la Phénicie. Point. Donc déjà ici, on aurait pu s'arrêter et dire que on se base sur une source sacrée, donc stop. Mais on va aller en profondeur. Mais gardons toujours à l'esprit cette information biblique et voir si c'est cohérent avec ce qui se fait ailleurs. Pour ça, allons dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on nous dit Agénor est un roi phénicien de Tyr. Il est le fils de Poséidon et de Libye, ce qui fait de lui le frère de Bélus et de Lélex. Originaire d'Égypte, il se rend en Phénicie où il devient roi et épouse Téléphassa. Il en a plusieurs fils, entre parenthèses Cadmos, Phénix et Cilix, et une fille Europe. Donc juste pour s'arrêter un instant là, Europe, donc on dit que c'est la fille d'un roi phénicien, donc d'un roi noir. Certaines traditions lui attribuent aussi d'autres fils, Phiné, Tassos et Képhé ou Céphée. Point, donc on s'arrête là. Donc ici c'est très important car Céphée,
le dernier nom qu'on a cité, est un roi éthiopien. Voici ce que nous dit Nonos de Panopolis, qui est un poète grec né à Panopolis en Égypte, et il a vécu de la fin du 4e siècle jusqu'au milieu du 5e siècle. Dans son livre, donc, il nous parle de Cadmos, qui est un des fils de Agénor, donc le fameux roi phénicien dont on a parlé. Donc, il nous parle de lui en nous disant « Oublie la colère de ton père Agénor, et ne redoute rien pour tes frères condamnés à errer comme toi. Ils vivent encore, mais ils sont séparés. Céphée qui s'est dirigé vers les contrées méridionales et chéri des Céphéens ou Képhéens d'Éthiopie. » Point. Donc, selon cette tradition, le roi d'Éthiopie est le fils du roi des Phéniciens. Et tous sont originaires d'Égypte. Donc, tous sont noirs. Céphée est parfois présenté comme le fils de Bélus, donc le roi d'Égypte, mais qu'importe, les deux de toute façon sont noirs. Et regardez comme cela concorde avec la Bible qui dit Couche, donc égale Éthiopie, Misraïm égale Égypte, Pout égale Libye et Canaan égale Phénicie. Donc dans la Bible on dit que ce sont des frères, donc qui sont d'une même famille. Dans la mythologie grecque on nous dit que Libye est la mère de Agénor, roi fondateur de la Phénicie, originaire d'Égypte, qui est lui-même le père ou l'oncle de Céphée, roi d'Éthiopie, donc Couche. Donc en gros on a exactement la même chose que dans la Bible. En clair, donc on comprend qu'ils sont tous noirs. Récemment, la chaîne américaine History Channel a diffusé un documentaire sous forme de série TV où un acteur noir joue le rôle du plus célèbre de tous les Phéniciens, à savoir le général Hannibal Barca, qui est tout simplement reconnu comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Il est l'homme qui a failli détruire Rome. En fait, les Noirs éveillés ont depuis longtemps représenté Hannibal. Même Marcus Garvey le savait il y a 100 ans en disant qu'il était noir, tout simplement parce qu'il est cananéen et on a vu ce qu'on en dit dans la Bible. Pourtant, il n'existe pas vraiment de description physique antique de Hannibal qu'on a retrouvé. Mais, par contre, on savait dans l'Antiquité que les Phéniciens étaient noirs. D'ailleurs, il existe par contre une description d'un autre des plus célèbres Phéniciens, à savoir le philosophe Zénon. Wikipédia nous dit Zénon de Cityon, né à Cityon, donc Chypre, et un philosophe d'origine phénicienne, fondateur en moins 301 du stoïcisme. Donc je m'arrête un instant pour dire que malheureusement, le racisme satanique, toujours à l'œuvre, a modifié en fait l'article de Wikipédia qui autrefois disait de Zénon qu'il était grand et frêle, de peau noire. Point. Maintenant, noir a été remplacé par basané. Bon, c'est pas grave. Le site histophilo.com est resté plus honnête. On ne sait pas pour combien de temps, mais en attendant, lisons. On nous dit fils d'un riche marchand phénicien installé à Chypre, Zénon est décrit comme un homme grand et frêle de peau noire. Point. Donc, c'est le site Histophilo. C'est un site vraiment fait par des blancs. Donc, les choses sont claires. Zénon est phénicien et comme par hasard, il est décrit comme noir. Et d'ailleurs, Diogène Laërce ajoute que sa noirceur et sa maigreur ont fait qu'il était surnommé fleur d'Égypte. Donc, ça nous ramène aussi que les Égyptiens étaient noirs, comme on le sait déjà. Et voici quelques représentations des anciens Phéniciens. Maintenant, on va passer aux Maures et on reviendra plus tard sur les Maures, les Phéniciens et même pour comprendre la description de Hannibal qui était noir. Et donc, les premiers arguments qui vont suivre, il faut dire que ces arguments-là proviennent du livre Bulletin et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tome 4. D'ailleurs, au passage, quand j'y pense,
Donc pour ceux qui veulent lire plus sur le bac, c'est donc le traité soi-disant esclavagiste des Arabes qui ont imposé ça aux Nubiens, ben, ils peuvent aller lire les articles qui apparaissent en lien à l'écran ou bien sous la vidéo, et donc sur d'autres sujets aussi. Donc on dit que les arguments qu'on va présenter là, les premiers, proviennent du livre Bulletin et mémoire de la Société d'anthropologie de Paris, tome 4, version 1903. Donc c'est un livre qui est paru à une époque extrêmement raciste. Nous, on n'était pas là. Donc c'est pas nous qui avons influencé ce que vous allez entendre. D'ailleurs, on était tous colonisés, esclavagisés, etc. Bon, la partie qui nous intéresse s'intitule Étymologie et définition diverses du nom de Maure, donc par Adolphe Bloch ou Bloch. Tout d'abord, l'auteur nous indique qu'il a trouvé au moins 5 définitions. On vous met toutes les définitions à l'écran sans les lire, sauf la suivante qui nous intéresse. Isidore de Séville, donc il nous dit que c'est l'étymologie grecque, donc Isidore de Séville, 6e siècle après l'ère chrétienne, rapporte que les Maures étaient ainsi appelés par les Grecs à cause de leur couleur, car chez les Grecs, dit-il, Mauritia signifiait noir. On rappelle que Isidore de Séville, né au 6e siècle, est l'évêque de Séville en Espagne. C'est un spécialiste de l'étude des mots. Il a écrit une œuvre en 20 volumes sur le sujet. Et c'est ce qu'il nous dit qui est très important, à savoir que les Grecs appelaient les Maures à cause de leur couleur de peau, car ce mot veut dire noir. Or, les Grecs, c'est des siècles avant l'islam. Et lui-même a vécu un siècle avant la conquête de l'Espagne par les Maures musulmans. Et déjà, il nous dit que ce nom-là veut dire noir. Donc, lui-même, il a vécu en Espagne. Et donc, il n'avait même pas encore été attaqué par les musulmans. Donc, maintenant, poursuivons avec Adolphe Bloch, qui ensuite va, avec des arguments clairs et logiques, écarter en fait les 3 ou 4 autres interprétations du mot Maure pour ne garder que l'interprétation grecque que nous avons lue. Et ensuite, il apporte des faits pour le soutenir. Donc, vraiment quelques faits. Et à l'écran, vous voyez les arguments qu'il donne, etc. Mais bon, on ne va pas lire tout ça pour ne pas perdre de temps. Donc, il nous dit, reste donc l'étymologie grecque noire. Et c'est celle qui paraît la plus vraisemblable. En effet, les Grecs donnèrent par synecdoche le nom de Maurussia à l'extrémité occidentale de l'Afrique, sans doute parce qu'ils y rencontrèrent beaucoup d'indigènes au teint foncé, semblables à ceux que l'on y voit encore aujourd'hui. Et c'est pour cela aussi que le périple d'Anon y signale des Éthiopiens, c'est-à-dire des Noirs comme les Mauriciens. Entre parenthèses, on ne sait pas si c'est lui qui a mis ce commentaire-là, mais ça revient à chaque fois, et ça c'est un commentaire raciste qui dit « ce qui ne veut pas dire que ces Éthiopiens étaient de véritables nègres ». Donc quand ils disent nègres, ils parlent plus des Noirs qui sont en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, etc. Et puis ils les séparent avec les Noirs éthiopiens, somaliens, soudanais, etc., Tutsis. Donc, ça c'est juste des séparations racistes, mais on verra comme à la fin, donc vers la fin de cette vidéo, que finalement ils sont les mêmes à les confondre, mais là c'est juste des commentaires racistes comme on en a vu, comme on en reverra encore. Il nous dit, voici maintenant l'opinion des anciens sur l'origine des Maures. Strabon rapporte que certains auteurs voient dans les Mauriciens les descendants des Indiens qui vinrent en Libye à la suite d'Hercule. Si cette supposition n'indique pas l'origine réelle des Maures, elle montre du moins que ceux-ci étaient de couleur foncée comme les hindous. Salluste, comme nous le savons, prétendait que les Maures étaient d'origine mède. Donc ça veut dire que les Mèdes, les Perses étaient aussi noirs. Procope croyait qu'ils étaient d'origine cananéenne et le géographe arabe Edrissi le copie en rapportant que les peuples d'origine berbère habitaient anciennement la Palestine à l'époque où régnait Djalout, donc Goliath. D'autres écrivains arabes pensent au contraire que les berbères étaient venus de l'Arabie.
quoi qu'il en soit, donc il dit quoi qu'il en soit, les auteurs anciens ainsi que ceux du Moyen-Âge et même ceux des temps modernes ont toujours considéré le maure comme étant un type de couleur foncée. Donc vous voyez que par là, quand il dit les Arabes, les Palestiniens comme Goliath, les Mèdes, etc., on veut tous dire qu'ils étaient tous des Noirs. Donc il continue, il dit bien qu'il connaissait aussi des indigènes africains de couleur claire ou basanée. Donc c'est-à-dire que malgré que dans ces régions-là commençaient déjà à vivre des gens au teint plus clair, les Grecs ont quand même cependant donné ce terme maure ou noir aux gens parce que c'était la plupart des habitants qui étaient noirs et ceux qui étaient clairs, on avait compris que ce n'était pas les indigènes ou quoi que ce soit. Donc ainsi, on nous dit, Procope décrit les Maures comme étant noirâtres. Cresconius Corripus, africain lui-même, 6e siècle, leur assigne une face noire. Donc inutile, je pense, de multiplier les preuves à ce sujet. Il dit, dans la langue française et dans d'autres langues européennes, le mot maure s'est conservé avec la même signification. Ainsi, le mot français morico signifie, comme on le sait, celui ou celle qui a le teint foncé. Un cheval cope de maure est un animal à tête noire, etc. Bref. Ensuite, il nous dit, à propos des Maures d'Espagne, on lit dans le même dictionnaire, nous avons appelé maure ou morus, mort ou mort, les Arabes qui avaient conquis l'Espagne parce qu'ils venaient de la Mauritanie, c'est-à-dire du pays des Noirs ou Noirâtres. Il dit, on a même donné le nom maure, et là encore il revient au racisme, donc il dit, on a même donné le nom maure au véritable nègre. Ainsi, Semmering illustre anatomiste qui était aussi anthropologiste, écrivit un important mémoire sur les différences corporelles du maure et de l'européen. Or, c'est du nègre qu'il s'agissait. Shakespeare, dans sa célèbre tragédie Othello, ou le Maure de Venise, a représenté ce personnage sous les traits du nègre. Mais la dénomination de maure a encore une autre signification. Ainsi, en 1777, De Brosse écrivait à ce propos maure dans sa vraie signification actuelle, donc à son époque au XVIIIe siècle, désignait tout peuple noir ou basané faisant profession de mahométan, donc de l'islam. Donc tout musulman noir ou basané était appelé maure. Ainsi, on peut dire que le terme maure est presque synonyme de celui de mahométan noir ou basané. Point. Donc on a vu ici que l'auteur nous fait comprendre à la fin que ce terme-là de maure s'est généralisé. Et maintenant, il désigne tout musulman, voire même tout habitant de l'Afrique du Nord. Donc, on voit clairement que ce mot, à l'origine, désigne des Noirs. Et là, ce sont les propos d'un homme raciste, à une époque raciste. Donc, on est au tout début du siècle passé. Dans le site Le Carrefour de l'Islam, on cite un midrash, donc un commentaire juif de la Bible par Jacob ben Isaac, homme du XVIIe siècle, qui, à propos de la jeunesse, nous dit « C'est pourquoi Cham voulut effacer le déshonneur de sa femme, pourtant le Saint béni soit-il le punit. Tous les enfants de Cham furent noirs comme les Maures. Point. Donc, bien entendu, bon, on sait que c'est un mensonge, la soi-disant malédiction de Cham, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit bien qu'une fois encore, même chez les Juifs, dans ce site musulman, les Maures sont des Noirs. Donc c'est un fait clair et net qui était établi de tout temps. Voyons quelques hommes célèbres maintenant dans l'histoire qui ont été surnommés le Maure parce qu'ils avaient justement le teint noir ou foncé. On dit Ludovic Sforza, le Maure, né au XVe siècle, fut le duc de Milan, donc Milan dans l'actuelle Italie. Dans le livre Le Physionomiste, on nous dit Louise Forcé était appelé le Maure car il avait le teint extrêmement obscur. Point. Or, on sait que dans Google, Wikipédia, on voit que ce personnage nous est présenté souvent en blanc. Mais on nous dit que c'est parce qu'il avait le teint foncé.
Un autre Italien, Alexandre de Médicis, du XVIe siècle, héritier d'une des familles les plus riches d'Europe, et pour beaucoup, il est le fils du pape Clément VII. Il a été aussi le duc de Florence, qui est le berceau donc de la Renaissance occidentale en Italie. Donc vous voyez clairement à l'image que lui aussi, surnommé le Maure, était foncé. Maintenant, voyons d'autres faits encore concernant les Maures ou têtes de mort. Donc il y a eu récemment une polémique au Vatican parce que le pape Benoît XVI en fait a continué à porter son blason de pape alors qu'il avait démissionné, et ce blason en fait représente la tête d'un Maure. Tête d'un Maure qui était utilisée depuis près de 1000 ans en Allemagne, à Freising et à Munich. Donc certains disent que c'est en l'honneur en fait de l'évêque qui a converti cette région que on a gardé cette tête-là, et d'autres disent que ils ignorent pourquoi, ou que c'est pour montrer que l'Église est universelle, sans racisme, etc. D'autres disent encore c'est parce que le christianisme nous a sortis de la sauvagerie, donc c'est pourquoi on a mis cette tête de noir là. Mais on en reparlera si Dieu veut. Mais une fois encore, c'est une tête de noir qui apparaît lorsqu'on dit tête de mort. Les racistes refusent souvent de reconnaître que les musulmans omeyyades qui ont conquis l'Espagne, le Portugal, etc., et qui d'ailleurs sont appelés Maures et Sarrasins, étaient principalement des Noirs. Pourtant, les drapeaux de la Corse en France, de la Sardaigne en Italie, de l'Algarve au Portugal et surtout d'Aragon en Espagne ne laissent planer aucun doute à ce sujet en arborant des têtes de Maures, dont l'une des explications la plus connue de leur sens, de leur explication, est la décapitation de la tête d'un roi Maure, comme on peut le voir ici dans Wikipédia, où le roi, en fait, Pierre Ier d'Aragon, qui a lui-même ici un peu la peau légèrement sombre, reçoit 4 têtes de rois maures, et qui, entre autres, explique le drapeau d'Aragon, que vous pouvez voir. Rappelons que c'est l'Espagne, donc musulmane, qui est en grande partie à la base de la dite renaissance de l'Europe, car le Moyen-Âge chrétien avait entre autres fait presque disparaître la culture gréco-latine ou romaine, considérée comme païenne, et la philosophie qui va avec, mais aussi la base en fait, ces musulmans, cette culture musulmane d'Espagne, est la base des découvertes de l'Amérique, car les musulmans ont légué l'astrolabe qui est originaire de l'Inde et la boussole originaire de la Chine à ces Espagnols, à ces Portugais. Donc ces deux instruments qui ont permis de naviguer dans l'océan, donc montrant ainsi en fait que ces musulmans-là étaient plus ouverts d'esprit sur le monde que les Européens eux-mêmes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est en Espagne qu'on a parmi les plus anciennes universités d'Europe, sans parler des monuments architecturaux d'Andalousie, mais surtout la découverte de l'Amérique, comme on a dit. C'est aussi là que chrétiens, juifs et musulmans pouvaient vivre dans une certaine harmonie. Donc, ce n'est pas l'islam qu'on voit aujourd'hui qui fait tellement peur au monde entier. Lorsqu'il y a de plus en plus de musulmans dans un pays, tout ça est arrivé après, il y a eu des raisons pour cela. Mais l'islam à la base, d'ailleurs le Coran le dit tout le temps, de méditer, de réfléchir sur la nature. Donc tout ça, ça va avec la science. Mais bon, c'est une autre affaire. Mais comme le diable ne dort jamais, de nos jours, on commence de plus en plus à voir sur Internet et ailleurs les morts ou les têtes de morts, autrefois noires sur les drapeaux, notamment d'Aragon, d'Algarve, etc. On commence à les voir devenir blancs. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on tape drapeau de l'Aragon sur Wikipédia. Mais bon, pour l'instant, c'est surtout un travail grossier qui est fait par Photoshop. Mais cela prend de plus en plus de l'ampleur, comme on a déjà vu que Wikipédia avait changé, que Zénon était noir, ils l'ont mis maintenant basané. Et même les nouvelles éditions de livres antiques qu'on peut aller voir dans les bibliothèques, etc., comme Hérodote, le livre 2 où il parle des Égyptiens, le mot noir a été remplacé par basané.
Donc, on ajoute parfois aussi au mot mort berbère entre parenthèses ou à côté. Tout cela pour faire croire qu'ils étaient comme les Maghrébins blancs d'aujourd'hui qui se sont appropriés l'identité berbère, par exemple. Déjà que ce terme-là, c'est même pas vraiment un terme de peuple, mais bon. Donc, c'est une sorte de lutte, en fait, entre ceux qui se basent sur les faits et ceux qui privilégient d'abord le racisme. Donc, si vous regardez l'extrait de ce film connu qu'on appelle Les Visiteurs, où des hommes en fait du XIIe siècle en France sont transportés dans le futur à notre époque, et quand ils voient un noir, ils le prennent pour qui? Un sarrasin ou un maure. Donc rappelant ainsi que les maures étaient bien ceux qui étaient montés jusqu'en France, en Espagne, etc. Mais il est fou, dit! Oh! Mais sire! Un sarrasin! Mais sire! Mais sire! Mais sire! Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messieurs, venez voir! Là, messieurs, là! Des malades? C'est des malades? Oh là! C'est des malades! C'est des malades! C'est des malades! Mais c'est pas tout. Il y a aussi eu les empires almoravides et almohades qui ont aussi dominé l'Espagne. Et là, c'était encore des Noirs qui ont fondé ces empires. Et au passage, ils ont fondé Marrakech, pour ainsi dire, ils ont fondé le Maroc. Et ça, c'est des choses que peu de gens savent. Donc, écoutez justement qu'est-ce que ça donne lorsque un maure, un vrai maure de Mauritanie, le rappelle à une diplomate marocaine. L'exclusion de la RASD. Et puis à part ça, de toute façon, entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azougui. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis, l'empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup on le sait très bien, les racines africaines du Maroc. Voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Je crois que le débat est très passionné et donc en fait c'est la preuve que cette intégration, réintégration du Maroc au sein de... D'ailleurs, lisons un peu la description physique de Youssef Ben Takfin, fondateur de Marrakech et qui est le conquérant de l'Espagne sous les Almoravides. Et cette description est dans le Roud al-Kartas, Histoire des souverains du Maghreb, entre parenthèses Espagne et Maroc. On nous dit: voici le portrait de Youssef, teint brun, taille moyenne, maigre, peu de barbe, voix douce, yeux noirs, nez aquilin, mèche de Mohamed retombant sur le bout de l'oreille, sourcils joints l'un à l'autre, cheveux crépus. Point. Ensuite, on a ici une représentation de son cousin, donc Abou Bakr ibn Omar, sur une monture. Lui aussi, c'est un autre chef almoravide et un autre roi. Et d'ailleurs, lui, il est enterré dans l'actuelle Mauritanie. Et il apparaît même plus noir à l'image sur cette carte catalane d'Espagne que l'empereur du Mali lui-même, Mensa Moussa.
Et donc, cela confirme bel et bien donc ce que ce Mauritanien est en train de dire à cette diplomate marocaine, qui d'ailleurs n'a rien contesté. Et on voit souvent des Maghrébins, tout ça, qui sont pas contents qu'on leur ramène les faits authentiques sur la noirceur de tel ou tel peuple. Ben, ils font des vidéos avec des arguments assez légers pour contester donc la noirceur des Maures, des Berbères antiques, etc. Mais face à face, dans un vrai débat avec les vrais arguments, comme on est en train de vous montrer là, il tiendrait pas très longtemps. Donc enfin, on a une peinture du tout dernier souverain musulman d'Espagne qui est surnommé Boabdil par les Espagnols. En fait, la scène montre comment il quitte l'Espagne pour l'Afrique en 1491, marquant ainsi donc la fin de l'époque de l'Espagne musulmane. Et cette peinture a été faite par l'Espagnol Marcelino de Uncenta, date par contre 4 siècles après les faits. Mais il a tout de même voulu représenter Boabdil et ses hommes tous en noir, comme des Maures. Cependant, nous le disons clairement, et il faut le reconnaître comme tel, il existe beaucoup d'images, que ce soit de Boabdil ou des autres souverains musulmans d'Espagne, du Maroc, etc., en hommes blancs ou en hommes au teint clair. Mais ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est même pas encore entrer dans ces détails-là. C'est simplement de rester dans la cohérence. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, sur donc la perception et sur la noirceur des Maures, plus que de se baser sur tel ou tel individu et de débattre là-dessus. Non, on a beaucoup trop d'éléments pour s'arrêter à un personnage qui aurait pu être blond aux yeux bleus s'il le veut, mais il ne pourra pas effacer 3000 ans de ce que les gens ont vu et ont compris de ce qu'étaient les Maures, etc., etc. Malgré qu'on sait qu'en revanche, il y a eu du racisme, qui ont dit du n'importe quoi, mais les faits restent là, heureusement, et il faut se les approprier parce qu'à un moment donné, tout ça peut être changé parce que eux-mêmes ils commencent à redécouvrir ça. Vous voyez, il y a des gens qui dorment en paix, et puis un beau jour, il ouvre Hérodote, il voit le mont noir, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on enlève ça, dit. Bon, on passe. Donc, nous, on reconnaît clairement qu'il y a eu des rois, il y a eu des chefs blancs ou basanés, etc., dans tous ces endroits-là. Mais les racistes, eux, par contre, qu'est-ce qu'ils veulent faire croire? C'est que ce sont ces blancs-là, les vrais Maures. Et à qui revient cette civilisation? Or, cela est complètement faux, comme on l'a vu. Bien que nous, on pourrait argumenter, par exemple, sur les Grecs, l'Empire romain, la Chine, plein d'endroits où on pourrait vous montrer des empereurs noirs, etc., qui étaient connus, comme Niger, Pressinius Niger, comme Septimus Sévère, etc. Mais on ne va pas commencer tout de suite à dire c'est sur base de ces empereurs-là qu'on va s'approprier tout l'Empire romain. Bien que, par exemple, le premier empereur romain, et ça on le verra dans une autre vidéo si Dieu veut, Auguste était brun, il n'était pas blanc, puisqu'il y a un auteur qui a décrit tous les empereurs qui ont vécu jusqu'à son époque, et il distingue bien la couleur de César comme un homme blanc, mais que Auguste était un homme noir, brun en tout cas comme il cite. Mais bon, c'est une autre histoire. Regardez cette vidéo où une fois encore on rappelle donc dans ce film que les Maures étaient noirs. Donc on s'excuse pour la vulgarité, mais c'est l'intérêt du sujet. J'aimerais une cigarette maintenant. Bien sûr. Vous avez une allumette? Non, attendez, j'ai ce qu'il faut. Voilà.
Vous êtes sicilien? Oui, sicilien. Vous savez, j'adore lire. Surtout des bouquins qui parlent d'histoire. Je trouve ces conneries fascinantes. Il y a un fait historique, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Siciliens ont été procréés par les nègres. C'est vrai. Demande pardon. Si, c'est un fait. Oui, oui. Vous voyez, les Siciliens ont du sang noir qui fermente dans leurs artères. Alors, si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Il y a des centaines d'années de ça, les Maures ont conquis la Sicile. Et les Maures sont des nègres. Oui. À l'époque, figurez-vous, les Siciliens étaient normaux, comme les mecs d'Italie du Nord. Les cheveux blonds, les yeux bleus et tout ça. Mais, quand les Maures sont arrivés, ils ont changé le pays tout entier. Ils ont tellement baisé avec les Siciliennes, mon pote, hein, qu'ils ont changé le sort du pays à tout jamais. C'est pour ça que les blonds aux yeux bleus sont devenus des basanés aux yeux noirs. Je trouve ça absolument stupéfiant, non? De penser qu'aujourd'hui, encore après des siècles et des siècles, que les Siciliens ont gardé leur gène de nègre. Et tout ça... Non, je parle pas, je cite des faits historiques. C'est écrit. C'est écrit dans les livres. Je l'adore, ce gars. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Oui. Tes ancêtres étaient des nègres. C'est comme ça. Et oui. Et ton arrière-grand-mère s'est fait un nègre. Et ses enfants étaient à moitié nègres. Alors, si c'est un fait établi, dis-moi, est-ce que je te mentirais? Non. Et toi, tu es ce qu'on appelle café au lait. Oh. Et toi, tes chocolats, mon pote. Je l'adore. Très amusant. Très amusant. Donc, on a vu dans l'extrait de ce film qu'on mentionne le célèbre Ortello, le Maure de Venise de Shakespeare. Lui encore est souvent interprété par des Noirs au cinéma, mais bien sûr aussi, comme vous pouvez le voir, il est parfois mis en blanc. Donc on voit que ce phénomène-là n'est pas quelque chose qui sort de notre imagination. La reine des Saba, on a déjà vu ça dans une autre vidéo, elle apparaît noire, blanc, etc. Donc, c'est ainsi les choses. Et on rappelle que Ortello, dans la pièce de Shakespeare, est le gouverneur de Chypre. On peut donc multiplier les exemples de Maures illustres, etc. Mais on n'en citera qu'un dernier, à savoir le prétendu Saint Maurice. En fait, l'intérêt de ce personnage est qu'il a vécu au IIIe siècle, c'est-à-dire longtemps avant l'islam ou la conquête de l'Espagne, andalou, etc. Et on nous dit que c'était un général romain originaire de Thèbes en Égypte. Donc il se serait converti au christianisme et il est mort en martyr avec toute son armée noire pour avoir refusé de tuer des chrétiens dans l'actuelle Suisse ou en Allemagne, où d'ailleurs il est vénéré jusqu'à aujourd'hui comme un grand saint. Bon, on va pas trop s'attarder sur lui aujourd'hui, mais il faut dire que son véritable nom, en réalité, nous pensons qu'il ne pouvait pas être Maurice. On lui a simplement décerné ce nom-là car il est toujours manifestement représenté en homme noir et qu'il apparaît dans beaucoup d'églises en Europe, etc. Donc, si jamais il s'agissait peut-être de personnes différentes, on s'est dit non, on va prendre un personnage générique et on va dire c'est Saint Maurice.
Comme ça, on va pas s'étonner de voir des noirs partout. Saint-Maurice à la place, c'est bon. Et bien évidemment, comme on sait que ce nom fait référence aux Maures, bon, là c'est plutôt l'intérêt qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est ce Saint-Maurice là qu'on représente un peu partout, au point même que certains affirment que la tête de Maure, qui est un symbole jusqu'aujourd'hui, comme on l'a vu dans la Corse, etc. Mais le Maure est aussi un grand symbole de l'Empire germanique, dont on reparlera si Dieu veut. Et donc on veut nous faire croire que tout ça représentait Saint-Maurice. On voit un chevalier sur un tableau, c'est Saint-Maurice. Même si c'est à l'époque de la Renaissance, même si c'est à je ne sais quelle époque, c'est toujours Saint-Maurice. Comme c'était le seul noir de toute l'Europe antique. Mais on en reparlera si Dieu veut. Donc ceci dit, on peut se demander en fait où sont passés tous ces noirs, notamment ceux qui étaient installés en Espagne, au Portugal, et qui se sont convertis au christianisme pour certains, ou ceux qui sont restés musulmans et qui ont dû fuir en Afrique du Nord. Donc ce Maghreb qui aujourd'hui donc qualifie souvent les noirs de descendants d'esclaves. Et donc ça concerne tous les noirs. Donc dès qu'on voit un noir qui est là installé depuis plusieurs générations, qui n'est pas un migrant clandestin ou je ne sais quoi, un étudiant, eh bien on va dire c'est un descendant d'esclaves, c'est un abid ou je ne sais quoi. Eh bien, nous pouvons penser ici que une partie de la réponse peut se trouver en fait dans la déportation massive des Noirs vers l'Amérique. N'oubliez pas, on a vu que Maures et Sarrasins à la base désignent les Noirs, puis les Noirs musulmans. Or, en 1454, le pape Nicolas V écrivait ceci au roi du Portugal, mais aussi au roi d'Espagne dans la bulle intitulée Dum Diversas. Donc il nous dit, par les présentes, nous vous accordons, entre parenthèses, au roi d'Espagne et du Portugal, de par notre autorité apostolique, permission complète et libre d'envahir, de rechercher, de capturer, de soumettre les Sarrasins et les païens et tous les autres incroyants et ennemis du Christ, où qu'ils puissent être, ainsi que leur royaume, duché, comté, principauté et autres biens, et de réduire leur personne à la servitude perpétuelle, donc la servitude éternelle. Mais en fait, dans une autre bulle, le même pape, donc cette bulle-là s'appelle Romanus Pontifex. Cette fois-ci, on voit qu'il accorde en fait toute l'Afrique noire en particulier, au Portugal. Et il leur autorise la pratique de l'esclavage à la condition contradictoire de les évangéliser. Et ça, d'ailleurs, on a vu que, par exemple, avec le Code noir, on insistait pour que l'esclave soit converti au christianisme catholique romain. Et ça, c'est la contradiction avec l'évangélisation, alors que vous voulez en faire d'eux des perpétuels esclaves. Donc, bref. Et donc, cette bulle, en fait, sera renouvelée par les papes qui vont suivre. Et cela même après la reconquête totale de l'Espagne et du Portugal, donc vers 1491. Notamment, on le voit avec le pape Léon X en 1514 avec le Presles Denotionis. Donc c'est des termes latins, tout ça qu'on est en train de vous sortir ici là. Donc en clair, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu penser qu'il parle simplement des musulmans, mais on voit clairement que ça vise d'abord les Maures et après cela devient en fait toute l'Afrique noire. Donc ça vise les Sarrasins. Et en parlant des Sarrasins, il dit de réduire leur personne en servitude perpétuelle. Ce qui deviendra pratique justement pour les envoyer en esclavage avec la découverte de l'Amérique. Or, il est étrange que l'on ne retrouve aucun maghrébin blanc dans ces esclaves-là. Pourtant, ils sont musulmans, ils sont censés être les ennemis du Christ, etc. Et cela aurait été pratique dans leur conflit, qui était d'ailleurs terminé puisqu'ils ont reconquis l'Espagne et tout ça. Donc la vérité est qu'on visait bel et bien les noirs musulmans
et plus tard tous les Noirs. Or, il se trouve que ce mot de Sarrazin existait avant l'islam, comme nous le dit Isidore de Séville, qui nous a déjà donné tout à l'heure la définition de Maure, qui est un spécialiste, comme on a dit, il a écrit 20 livres sur l'étymologie. Il nous dit, donc, les Sarrasins ainsi nommés, soit parce qu'ils se prétendent descendants de Sarah, soit au dire des païens, parce qu'ils sont d'origine syrienne. Ils habitent un très vaste désert. On les appelle Ismaélites. On les appelle Ismaélites parce qu'ils sont issus d'Ismaël. On les appelle Ismaélites parce qu'ils sont issus d'Ismaël. Ou encore Kédar, du nom d'un fils d'Ismaël. Souvenez-vous, on vous a montré que Kédar veut dire sombre. Ou encore Agarénien, d'après Agar. Donc Agar, c'est la mère d'Ismaël. Donc donc il conclut en disant on les appelle à tort Sarrasins parce qu'ils se vantent de descendre de Sarah. Point. Donc c'est Isidore de Séville dans Étymologie, tome 9. Donc ici on rappelle que Isidore de Séville a vécu, est né avant que l'islam arrive. Il est né, il a vécu un siècle avant qu'on conquiert l'Espagne, son pays. Donc il n'avait pas à parler sous prétexte de haine contre les musulmans ou quoi que ce soit. Il ne les connaissait probablement même pas à ce moment-là. Donc, si le terme Maure désigne les Noirs, comme on l'a vu encore avec Isidore de Séville, en général du nord de l'Afrique, et Sarrazin désigne plutôt les Arabes noirs à l'origine, mais comme on l'a dit, tout ça va se mélanger avec le temps. Donc en revenant aux Sarrasins, on comprend mieux de quoi il s'agit, à savoir que l'esclavage qu'ils devaient subir, c'est en fonction du fait qu'ils sont les descendants d'Abraham par son fils Ismaël et par son fils Kédar, qui veut dire noir ou sombre, qui lui-même est l'ancêtre du prophète de l'islam. Or la Bible dit à Abraham dans Genèse 15-13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Point. Beaucoup croient que cette prophétie visait simplement les Israélites, mais en vérité elle touchait aussi les Ismaélites, puisqu'il y a deux branches des descendants d'Abraham qui ont des promesses. Donc il y a la branche d'Ismaël et la branche de Isaac. Isaac, mais plus Jacob, parce que comme on sait que, comment il s'appelle, Isaac est aussi le père de Édom. Donc, il y a une coupure pour Jacob, parce qu'en fait, la prophétie allait vraiment sur Jacob. C'est pourquoi Jacob s'appelle Israël, donc c'est de lui qu'on parle à la base. Tandis que Ismaël, l'autre côté, il est vraiment le patriarche. Donc, les deux patriarches, c'est Ismaël et Israël, donc Jacob. Donc, Sarrazin et Maure sont aussi des descendants d'Abraham. Par contre, les Cananéens, eux, ils ne sont pas les descendants d'Abraham. Mais, si, comme la Bible nous le dit, ils devaient être des esclaves, soi-disant par la malédiction de Noé, ça, on ne le voit pas dans la Bible en tant que tel, même s'ils sont envahis, mais on voit qu'ils résistent aux Israélites, ils les combattent, ils les battent, etc. Mais ils ne sont pas asservis en tant que tels. Parfois, oui, ils sont dominés, mais eux aussi dominent. Et d'ailleurs, encore moins avec les Phéniciens. On n'a jamais vu que les Phéniciens étaient des esclaves, dans la mesure où ils sont même connus dans l'Antiquité comme étant les plus riches marchands. Par contre, l'esclavage en Amérique, avec ça, il se peut qu'ils en ont eu pour leur grade. Mais il faut préciser que le livre des Jubilés dit que Canaan a été maudit pour avoir convoité les terres de Sem. Quoi qu'il en soit, ici, on ne veut pas spéculer à ce sujet, mais c'est un fait que les Maures ont aussi subi l'esclavage vers les États-Unis, ainsi que les Sarrasins dits Ismaélites. Aux États-Unis, d'ailleurs, Noble Drew Ali, qui est le fondateur en 1913 du mouvement
temple de la science maure d'Amérique étaient descendants des Maures, noirs, musulmans déportés en Amérique. Donc sarrasins ou bien phéniciens. On ne sait pas, en tout cas il était mort. Et ce malgré que plus tard aux États-Unis on a interdit en fait la déportation des Maures et des sarrasins, notamment entre autres à cause de l'amalgame justement qui existait avec les Maures blancs. Comme ils étaient mélangés dans un même pays, il y avait des liens par exemple avec le Maroc. Donc d'ailleurs on reviendra parce qu'il y a une histoire bien précise à ce sujet-là où un Maure a été libéré parce que justement il était mort aux États-Unis alors qu'il avait été capturé en Afrique. Mais justement, comme les Noirs Maures et les Noirs du reste d'Afrique ou du reste du monde se ressemblent, eh bien, il était facile en fait de passer à côté de cette interdiction. Mais en plus, il y avait d'autres endroits où ils pouvaient de toute façon envoyer les Maures en Amérique latine, etc., centrale, Caraïbes, et ainsi de suite. Mais on reparlera de tout cela si Dieu veut. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord ou du Maghreb, il faut dire que la puissance des Noirs en fait n'a jamais cessé de diminuer. L'esclavage transatlantique raciste faisait des Noirs, Maures, etc., qui étaient en Afrique du Nord, des cibles qui pouvaient être vendues par leurs compatriotes blancs s'ils étaient en position de faiblesse, parce que parfois ils étaient en position de force. Et de plus en plus, leur identité a commencé à être associée à l'identité esclave. Et puis il y a eu les théoriciens comme les Ibn Khaldoun, etc. Avec le temps, depuis qu'on les a chassés d'Espagne, etc., on n'a pas arrêté de les traquer, notamment pour justement l'esclavage. Et comme il y avait des Noirs complices des Européens pour envoyer leurs frères en Amérique, il y a eu aussi des Arabes blancs ou des Maghrébins blancs, des Berbères blancs qui ont participé donc à ce commerce-là, qui s'étendait d'ailleurs jusque même dans l'Empire ottoman et ainsi de suite. On connaît l'histoire d'Abraham Hannibal qui s'est retrouvé en Russie, on connaît les histoires de Yasuke au Japon, etc. Si bien évidemment ils étaient bel et bien des esclaves comme on nous le dit. Mais toujours est-il que c'est de par le fait de la traite transatlantique que véritablement tout le monde s'est lâché sur les Noirs. Il n'y avait plus vraiment d'alliés en tant que tels. Et parmi eux, comme aujourd'hui on le voit, parfois même des chefs d'État, etc., qui trahissent leur peuple et ils les envoient à la boucherie. Donc tout ça c'est aussi à garder à l'esprit. Malgré tout, il y a encore 2 siècles, il faut dire que leur influence et leur puissance étaient plus importantes qu'aujourd'hui, où elle est quasi nulle au Maghreb, mais ils sont encore là, notamment au sud du Maroc, au sud de l'Algérie, de la Libye, d'Égypte, etc., etc. Et ils sont là, mais certainement loin des peintures orientalistes faites par des Européens de passage dans le monde musulman, comme on peut le voir ici. Ils étaient encore dans une position plus confortable qu'aujourd'hui, mais moins confortable que lorsque c'est eux qui étaient au pouvoir. Donc pour terminer maintenant, revenons au rapport Maures et Phéniciens. Procope de Césarée, historien romain byzantin et secrétaire du général Bélisaire, donc qu'il accompagna dans ses campagnes militaires jusqu'en 540, en fait, nous permet facilement d'imaginer la couleur de Hannibal Barca, le Phénicien de Carthage. Et ça, c'est dans son livre de la guerre contre les Vandales, donc peuple dit germanique, qui a occupé l'Afrique du Nord, du Maroc à la Libye au 5e siècle. Donc, ces Vandales étaient tantôt les alliés et tantôt ils étaient les ennemis des Maures. Et leur capitale était devenue Carthage qu'ils avaient pris aux Romains. Donc, on doit comprendre que depuis longtemps, Carthage n'était plus aux mains de ses fondateurs, donc les Phéniciens comme Hannibal. Ainsi, Procope de Césarée, qui a vécu 1 siècle avant l'islam, nous raconte l'histoire des Maures. Voici ce qu'il nous dit. Donc c'est un texte qui est un peu long, mais on va quand même le lire. C'est intéressant
puisque le plan de notre histoire nous a conduit à parler des Maures, il ne sera pas hors de propos de reprendre les choses de plus haut, et de dire d'où ils sont partis pour venir en Afrique, et de quelle manière ils s'y sont établis. Lorsque les Hébreux, après leur sortie d'Égypte, atteignirent les frontières de la Palestine, ils perdirent Moïse, leur sage législateur qui les avait conduits pendant le voyage. Il eut donc Moïse pour successeur Jésus, fils de Navé. Donc, on s'arrête un instant pour dire que, vous voyez, un Byzantin qui a vécu il y a 1500 ans nous dit que il appelle Josué Jésus, fils de Navé, donc fils de Nun, pour dire qu'en hébreu, Jésus et Josué, en fait, c'est le même nom, pour ainsi dire. Donc, quand vous dites le nom le plus excellent au-dessus de tout nom, etc., ben, comment se fait que des gens le portaient bien avant le Christ de la Bible? Bref, donc on poursuit. Il dit donc, Moïse eut pour successeur Jésus, fils de Navé, qui, ayant introduit sa nation dans la Palestine, s'empara de cette contrée et, déployant dans la guerre une valeur surhumaine, subjugua tous les indigènes, se rendit facilement maître de leur ville et s'acquit la réputation d'un général invincible. Alors toute la région maritime, qui s'étend depuis Sidon jusqu'aux frontières de l'Égypte, se nommait Phénicie. Elle avait de tout temps obéi à un seul roi. Ainsi que l'attestent tous les auteurs qui ont écrit sur les antiquités phéniciennes. Donc on nous explique que tous les Phéniciens étaient un seul peuple. Là vivaient un grand nombre de peuplades différentes, les Jerzéens, les Jébusiens et d'autres dont les noms sont inscrits dans les livres historiques des Hébreux. Point. On s'arrête là un instant pour dire que effectivement les Hétiens, les Jébusiens, etc., ce sont les tribus cananéennes. Donc ils sont un même peuple, mais ils sont plusieurs tribus, comme les tribus d'Israël, etc. Et ça c'est écrit dans la Bible, en effet, comme il le dit. Il poursuit en disant, lorsque ces peuples-là virent qu'elles ne pouvaient résister aux armes du conquérant, elles abandonnèrent leur patrie et se retirèrent d'abord en Égypte, mais s'y trouvant trop à l'étroit parce que depuis fort longtemps ce royaume était encombré d'une population considérable, ils passèrent en Afrique, occupèrent ce pays jusqu'au détroit de Cadix et y fondèrent de nombreuses villes dont les habitants parlent encore aujourd'hui la langue phénicienne. Ils construisirent aussi un fort dans une ville nommée alors Numidie, qui porte aujourd'hui le nom de Tigisis. Là, près d'une source très abondante, s'élèvent 2 colonnes de marbre blanc, portant gravée en lettres phéniciennes une inscription dont le sens est « Nous sommes ceux qui avons fui loin de la face du brigand Jésus, fils de Navé ». Dans la suite, ceux qui émigrèrent de Phénicie avec Didon allèrent retrouver les habitants de l'Afrique. Donc on nous dit que d'autres Phéniciens sont arrivés plus tard. Il continue en disant qu'ils leur étaient unis par la communauté d'origine. Donc il dit ils leur étaient unis par la communauté d'origine. Donc c'était d'autres Phéniciens qui n'étaient pas encore arrivés en Afrique, qui vont émigrer plus tard, mais ils ont la même origine. Il poursuit en disant « Et avec leur consentement, ils fondèrent Carthage. » Ils fondèrent Carthage. Donc Carthage, la ville de Hannibal. Et s'y établirent. Ces Carthaginois étant devenus dans la suite des temps puissants en nombre et en richesse, firent la guerre à leurs voisins qui, comme nous venons de le dire, étaient les premiers arrivés de Palestine. Et qu'on appelle aujourd'hui les Maures. Donc, les Carthaginois sont de la même communauté d'origine que les Maures, comme on vient de le lire. On continue, il dit, donc ils ont battu les Maures en plusieurs rencontres et les forcèrent à transporter leur foyer bien loin de Carthage. Donc ils se sont déplacés loin de Carthage. Plus tard, les Romains, après avoir subjugué les uns et les autres, assignèrent pour demeure aux Maures les régions les plus éloignées de l'Afrique habitable et soumirent aux tribus les Carthaginois.
et les autres peuples libyens. Enfin, les Maures, après avoir souvent défait les Vandales, s'emparèrent du pays nommé aujourd'hui Mauritanie, qui s'étend depuis le détroit de Cadix jusqu'à la ville de Césarée et de la plus grande partie du reste de l'Afrique. Point. Donc vous voyez qu'ici, il nous dit depuis le détroit de Gibraltar, qui est autrefois appelé détroit de Cadix, puisque les Arabes n'étaient pas encore arrivés. C'est seulement, ça porte le nom de Tariq ibn Ziyad qui a conquis justement le détroit de Gibraltar, enfin l'Espagne, pardon, et qui porte donc le détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique et le nord et l'Europe, l'Espagne, s'appelle maintenant détroit de Gibraltar, alors qu'à l'époque c'était le détroit de Cadix. Et on dit que de là, du Maroc jusqu'en Libye, etc., aux frontières de l'Égypte, les Maures ont contrôlé toute cette région-là. Donc où sont maintenant les Maghrébins, etc., qui prétendent qu'ils n'ont rien à voir avec toutes ces régions-là? Enfin bref, ici maintenant, on comprend clairement que Carthage a été fondée par des Phéniciens de la même origine que les Maures. Mais Procope de Césarée nous donne maintenant la couleur de ces Maures-là, la couleur de peau. Et pour ça, on va aller dans une ancienne version, dans une autre version de ce livre de Procope d'Alexandrie, de Césarée, puisque la version internet a en fait changé, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, le terme noir en basané. Donc puisqu'ils ont enlevé le terme noir, on est allé voir une autre version plus ancienne, à l'époque où d'ailleurs internet n'existait pas. Et voici ce que nous dit Procope de Césarée. Donc il nous dit: ce prince m'a assuré plusieurs fois qu'au-delà des terres qui lui appartenaient, il y avait de vastes solitudes au bout desquelles il y avait des peuples qui n'étaient pas noirs, comme les Maures. Donc il répète: ce prince m'a assuré plusieurs fois qu'au-delà des terres qui lui appartenaient, il y avait des vastes solitudes au bout desquelles il y avait des peuples qui n'étaient pas noirs comme les Maures, mais qui avaient le teint blanc et les cheveux blonds. Point. Donc, je crois que les choses sont assez claires. Les Maures, selon Procope de Césarée, qui sont venus des Cananéens, de Palestine, de Syrie, etc., Phéniciens se sont installés, ils ont fondé Carthage, ils ont été battus par les Romains, et il nous dit que ces Maures-là, qui contrôlent à son époque une grande partie de l'Afrique du Nord, étaient noirs. Donc il ne fait aucun doute que le général Hannibal de Carthage, le stratège phénicien, était bel et bien un homme noir, et que contrairement à ce que disent les racistes sur internet, le fait de mettre Hannibal noir au cinéma, ce n'est pas juste de la discrimination positive, c'est voulu ou non simplement restaurer les faits historiques, et on l'a vu avec d'autres Phéniciens. Donc voilà, donc cette vidéo-ci s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations.